Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre de l'histoire du XXe siècle, la crise de 1929. On va décortiquer ensemble les causes, le déroulement et les conséquences de cet événement qui a tout changé, en s'appuyant bien sûr sur le programme du bac. Pour se mettre dans l'ambiance, écoutez un peu ça. C'est une citation de Roger Babson en septembre 1929, donc juste quelques semaines avant le cataclysme. C'est d'une précision qui fait froid dans le dos, non? On sent bien que l'orage est sur le point d'éclater. Alors, voilà notre programme. On va suivre le parcours de cette crise un peu comme une série de dominos qui tombent les uns après les autres. D'abord le crash, puis la contagion mondiale, l'impact social, les réponses politiques, les conséquences, et enfin, on verra comment aborder tout ça pour le bac. Allez, on commence. Premier domino, le fameux crash de 1929. Mais d'où ça vient au juste? Eh bien, pour comprendre, il faut se replonger dans l'ambiance des années folles aux États-Unis. C'est une période d'optimisme fou, tout le monde pense que la fête ne s'arrêtera jamais. Sauf que tout ça s'est construit sur une énorme bulle spéculative qui ne demande qu'à exploser. Et l'explosion, elle arrive en octobre 1929. Ça se passe très très vite. Le 24 octobre, c'est le jeudi noir. La panique totale, des millions d'actions sont vendues en quelques heures. Et le coup de grâce, c'est le 29 octobre, le mardi noir. Là, le marché s'effondre complètement. Des fortunes entières disparaissent en un claquement de doigts. C'est le début de ce qu'on appellera la Grande Dépression. On pourrait croire que c'est un problème purement américain, n'est-ce pas? Eh bien pas du tout. Et c'est là que ça devient vraiment une histoire mondiale. La crise va s'étendre au monde entier, un peu comme un virus, en suivant deux chemins bien précis. Alors, comment ça se propage? D'abord par la finance. Les banques américaines sont à sec, donc elles réclament l'argent qu'elles avaient prêté, notamment en Europe. Panique générale là-bas aussi, et c'est la faillite en chaîne. Ensuite par le commerce. Les États-Unis n'achètent plus rien à l'étranger. Pire, ils se barricadent avec des taxes douanières énormes, le commerce mondial est littéralement étranglé. Et ça, c'est un mot-clé hyper important pour le bac, le protectionnisme. L'idée, c'est de se protéger de la concurrence étrangère. Mais en pleine crise, quand tout le monde fait ça en même temps, eh bien ça bloque complètement la machine et ça ne fait qu'empirer les choses pour tout le monde. Pour bien voir l'impact, regardons un cas concret, l'Amérique latine, un des points de passage obligés du programme. Ces pays dépendent totalement de leurs exportations. Quand les États-Unis et l'Europe n'achètent plus, c'est la catastrophe. Le Brésil en vient même à brûler ses stocks de café. Et forcément, ce chaos économique va avoir des conséquences politiques. C'est le terreau parfait pour la montée de régimes populistes. Maintenant qu'on a vu la mécanique économique, parlons de l'impact humain. Parce que derrière les chiffres et les graphiques, il y a une véritable tragédie. C'est le troisième domino qui tombe, l'effondrement social, avec son visage le plus terrible, le chômage de masse. Regardez ce chiffre, 30 millions. C'est le nombre de chômeurs estimé dans les pays industrialisés en 1932. C'est tout simplement colossal. C'est du jamais vu. Et les deux pays qui trinquent le plus, ce sont les États-Unis, bien sûr, avec plus de 20% de chômeurs, et l'Allemagne, qui est frappée de plein fouet. Plus de 6 millions de personnes sans travail. Imaginez le choc pour ces sociétés. C'est un terrain incroyablement fertile pour l'instabilité politique. Et ce ne sont pas que des stats, c'est la misère au quotidien. Aux États-Unis, on voit apparaître des hobos, des jeunes, parfois des ados, qui parcourent le pays en montant clandestinement dans les trains à la recherche du moindre petit boulot. C'est la faim. Ce sont les familles brisées. C'est un désespoir immense qui s'installe partout. Face à un tel chaos, évidemment, les gouvernements sont obligés de réagir. Mais comment? Et c'est là qu'on assiste à un grand débat, un vrai clash entre deux visions radicalement opposées de l'économie et du rôle de l'État. D'un côté, il y a l'école classique. Leur idée, c'est la déflation. Il faut purger l'économie. On serre la ceinture, on baisse les salaires, on coupe les dépenses. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça enfonce l'économie encore plus dans la crise. Et de l'autre côté, une idée complètement nouvelle, l'interventionnisme. L'État doit dépenser de l'argent pour relancer la machine. Et le grand champion de cette nouvelle approche, c'est Franklin Roosevelt, élu président des États-Unis en 1933. Son programme, c'est le New Deal, la nouvelle donne. C'est un tournant majeur. L'État fédéral se met à aider les agriculteurs, à créer une assurance chômage, des retraites, à lancer d'immenses chantiers publics. Bref, l'État devient un acteur central. Et cette idée fait des émules. En France, en 1936, le gouvernement du Front populaire, avec Léon Blum, s'en inspire. C'est l'époque des fameux accords Matignon. Et là, c'est une révolution sociale. Des hausses de salaire, la semaine de 40 heures et, pour la première fois, 2 semaines de congés payés. Des acquis sociaux nés directement de cette crise. Ok, on arrive au dernier domino. Quelles sont les conséquences à long terme de tout ça? Parce que cette crise, elle a laissé des cicatrices très, très profondes, qui ont transformé le monde pour des décennies. D'abord, politiquement, c'est un séisme. La confiance dans la démocratie et le capitalisme est brisée. Ça ouvre un boulevard au régime autoritaire. Socialement, le rapport de force se change. On attend désormais de l'État qu'il nous protège. C'est la naissance de l'État-providence.
Et enfin, au niveau international, les tensions montent et ça nous mène tout droit vers la Seconde Guerre mondiale. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la question, voyons comment on peut utiliser tout ça pour l'épreuve du bac. C'est le moment un peu plus pratique. Alors, quel genre de sujets peuvent tomber? Souvent, ça va tourner autour des causes et de la diffusion de la crise. On peut aussi avoir des sujets de comparaison sur les réponses politiques, genre le New Deal face aux politiques en France. Les conséquences sociales, c'est un classique aussi. Ou encore, l'impact de la crise sur les relations internationales. Ce sont les grands axes à maîtriser. Et si ça tombe, pas de panique, voici un plan type qui marche quasiment à tous les coups. Un plan en 3 parties super logiques. Partie 1, on décrit la crise économique. Partie 2, on analyse la crise sociale. Et partie 3, on compare les réponses politiques. C'est clair, c'est structuré, ça fonctionne. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Cette crise a brisé le monde de l'époque. Mais les solutions inventées pour en sortir, comme le New Deal, est-ce qu'elles ont sauvé la démocratie en créant l'État-providence? Ou est-ce que, paradoxalement, en exacerbant les tensions, elles ont aussi semé les graines de la guerre qui allait éclater quelques années plus tard? C'est toute l'ambiguïté de cette période fascinante.